Il y a quelque temps sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions concernant la vie en van, mais aussi mon expérience en Amérique du Nord pendant plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, on va répondre à tout ça dans une FAQ. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à énormément de questions que vous me posez de façon ultra régulière, notamment sur ma chaîne Twitch. Il y a plein de sujets qui sont ressortis. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long, tout en mettant quand même un petit peu de matière dans ce que j'ai à vous raconter. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une FAQ, tout simplement parce que je reviens de 2 ans en Amérique du Nord. Comme vous le savez, le voyage n'est pas terminé, hein, on est en Europe, mais c'est que temporaire, le temps qu'on prépare la suite. Et il est vrai que il y a vraiment des questions que je reçois plusieurs fois par jour et qui concernent les mêmes sujets. Mais il y a aussi des petites choses que vous aviez envie de savoir, un petit peu plus personnelles ou par rapport à l'organisation du van. Donc je me suis dit, une vidéo pour tout regrouper, ça sera nickel. Je pourrai envoyer tout le monde là-dessus pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent. Pour que ce soit un petit peu plus simple, il va y avoir 6 parties, 6 thèmes au niveau des questions. Vie quotidienne et adaptation, challenge et difficultés, rencontres et expériences marquantes, techniques et organisation du van, futurs projets et objectifs, et à la fin, un fourre-tout parce que je savais pas dans quoi mettre ces questions. On rentre directement dans le vif du sujet avec le thème vie quotidienne et adaptation. Pourquoi adaptation? Vous verrez. Vous verrez. Avec la première question, et franchement, qui n'est pas des moindres. Comment je gagne ma vie sur la route? Alors comment je gagne ma vie? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire c'est très simple, même si ça ne l'est pas forcément, ça fait plus de 11 ans, depuis 2014, que je suis streameuse. J'ai été pendant des années spécialisée dans le jeu vidéo, j'étais aussi, je le suis encore d'ailleurs, présentatrice pour des émissions, notamment des émissions autour du jeu vidéo, donc j'ai été présentatrice pour Arte, pour Ubisoft, pour PlayStation et pour plein d'autres événements, mais ma source principale de revenus est autour de Twitch et du streaming. Alors qu'est-ce que ça implique? Je vais avoir à la fois les subs, ça c'est les gens qui soutiennent directement sur la chaîne, c'est absolument pas obligatoire, c'est pas quelque chose que je pousse énormément, mais j'ai le soutien des gens. Je vais avoir mes sponsors, donc eux vont me soutenir 6 mois ou à l'année, je pense notamment à Elgato par exemple, qui me soutient actuellement, je travaille avec Rosetta Stone, tout ça sur des longues périodes, donc ça me permet d'avoir quelque chose d'assez stable en termes de salaire, et je vais aussi avoir ce qu'on appelle les OP, opérations promotionnelles, ça c'est plus sporadique. Et en fait, ça vient une fois de temps en temps. On te dit, ah bah tiens, tel produit, est-ce que tu aimerais en parler pendant 1 heure sur ton live? Et si je dis oui, bah, je touche un cachet, mais il n'y a pas forcément de récurrence. Après, les OP peuvent mener à de la récurrence. Voilà comment je gagne ma vie, sub, sponsor et OP. Et de temps en temps, là, ça revient depuis que je suis en Europe, il y a le fait de présenter des émissions. Moi, je travaille avec la Hellfest TV aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai des événements comme ça dans l'année où je suis vraiment présentatrice plus que streamer. Mais si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de détails, sachez que j'ai fait un article sur mon site trinitrip.fr où j'explique tout ça. Est-ce rentable de vivre à l'année en van et combien dépensez-vous par mois? Est-ce que c'est rentable? En fait, ça va dépendre déjà de combien tu as payé ton van. Moi, j'ai quand même un van qui est dans la tranche un peu haute, puisque j'ai pris en fait les économies que j'avais pour une maison pour les mettre dans mon véhicule. Mais après, si tu prends juste le quotidien en van, bah déjà, il y a autant de voyageurs qu'il y a de vannes et de façons de consommer. Pour notre cas, effectivement, ça nous coûte bien moins cher. Moi, j'habitais à Lyon. J'avais besoin, justement, quand j'étais présentatrice, etc., de pouvoir bouger sur Paris très facilement, d'être dans une grande ville pour plein de raisons. Forcément, comme j'étais plutôt bien placée, etc., dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, qui à la base, quand je suis arrivée, était un peu cher, mais ça allait, et qui ensuite a explosé. Déjà, nous, on économise un loyer de 1200, 1300 euros, je sais plus, ou 1400. Bref, je sais plus, c'était excessivement cher. Même à deux, hein, c'était très cher. Donc déjà, on enlève ça, on ne paye plus l'électricité. On ne paye plus l'eau, ou très rarement quand on doit recharger. Donc quand tu vois l'inflation qu'il y a eu au niveau de l'élec et tout, je pense que vous êtes tous très au courant. Autant te dire que là-dessus, déjà, c'est une économie énorme pour nous. Après, là où il peut y avoir plus de dépenses, même si Steph, il utilisait pas mal la voiture, c'est peut-être au niveau de l'essence. Et encore, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Par exemple, quand on était aux États-Unis, on a beaucoup roulé, mais l'essence était moins chère. Ici, en France, le truc, c'est que quand on se déplace, il peut y avoir beaucoup de péages.
énormément. Bref, en gros, honnêtement, avec notre mode de vie à nous, oui, ça nous coûte clairement moins cher. Là où on dépense beaucoup moins et surtout où je dépense beaucoup moins, c'est au niveau des achats. J'en avais parlé en live, moi, il y a quelques années, j'étais vraiment acheteuse compulsive à un certain niveau, pas au point de m'endetter, mais j'achetais beaucoup de choses pour compenser. Là, actuellement, je ne peux pas faire ça et j'avais déjà commencé à travailler là-dessus bien avant d'entamer ma vie en van. Et du coup, il y a plein de fois où il y a des trucs qui me plaisent, des fringues, des ci, des là, et en fait, comme il n'y a pas de place dans le van, bah, je me dis, bah non, en fait, il n'y a pas de place, donc j'achète pas. Donc clairement, ça nous coûte bien moins cher. Au niveau de combien ça nous coûte par mois, ça dépend des pays. Tout ça, je l'ai mis sur mon site, mais quand on était aux US, ça nous coûtait à peu près 2000 € par mois à deux, donc ça nous faisait 1000 € de dépenses chacun par mois, en comptant tout, sachant qu'on faisait quand même quelques restos, tout ça, parce qu'on était dans notre tour du monde, et puis je faisais des activités pour les lives, ça il faut pas l'oublier, il y a beaucoup de choses que je paye aussi en plus pour aussi créer de l'intérêt, créer de l'activité lors de mes lives. Par exemple au Mexique on dépensait 1000 € à deux par mois. En France, c'est une bonne question, il faudrait que je regarde, mais clairement je dépense moins que quand j'étais en appartement, c'est clair, net et précis. Est-ce que ton anglais a évolué entre le début et la fin de ton voyage? Alors clairement, mon anglais a super bien évolué. On va dire que je parlais un anglais où on arrivait largement à me comprendre, mais je faisais beaucoup de petites fautes, j'en fais toujours. Là où mon anglais, il a clairement évolué, c'est la compréhension. Parce que comme on est allé dans des régions, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis, où il y a des gens parfois ils ont des accents à couper au couteau, des accents comme on peut en avoir en France, ça m'a énormément aidé dans ma compréhension et je me suis même surprise parfois à regarder des vidéos YouTube, des séries où en fait il n'y avait pas le sous-titrage et au bout de quelques minutes je me disais mais attends, mais j'ai absolument tout compris. Je suis pas au niveau de Steph. Steph parle très bien anglais, mais ouais, clairement, mon anglais, il a step up un truc de malade au niveau de la compréhension. La famille et les amis ne te manquent-ils pas? Si, forcément, parce que c'était dur en partant. Parfois, je me disais, ah, j'aimerais bien voir ma famille, j'aimerais bien voir mes amis. Il y a eu des moments où on était comme ça, où on se disait, oh là, on aurait adoré être avec nos potes, genre quand t'es à Las Vegas ou dans un endroit un peu festif, nous on est à deux, bah voilà, c'est cool, on profite, mais c'est pas pareil que s'il y avait des amis ou de la famille. Maintenant, on s'est aperçu qu'en étant loin, on avait beaucoup plus de contact avec les gens qui nous sont proches. Avec mes amis, avec ma famille, on s'appelait beaucoup plus, on avait en visio hyper régulièrement et finalement, le lien n'était absolument pas rompu et on se contactait, on avait beaucoup plus de nouvelles que lorsqu'on était en France, qu'on se disait, bon bah ils sont pas très loin. Ton confort d'avoir une maison ne te manque-t-il pas? Absolument pas. J'ai une maison, j'ai un lit hyper confortable, des toilettes, une douche, un four, j'ai tout. Alors j'ai un van, je l'ai fait comme je le rêvais. La seule chose qui me manque parfois par rapport à la maison, c'est le fait d'avoir un bureau fixe pour travailler, avec un PC que je n'ai pas besoin de sortir à chaque fois, avec tous les trucs que j'ai pas besoin d'installer. Ça me manque un petit peu. Tout le reste, ça me manque absolument pas, honnêtement. Maintenant, quand je suis vraiment dans une maison, je trouve ça trop grand. Et surtout, ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir être libre de bouger quand j'ai envie. Donc non, ça me manque absolument pas. Et j'ai ma maison, quoi. Arrives-tu à te détacher des réseaux sociaux ou des contenus pendant tes jours off? Alors, me détacher des réseaux sociaux, je suis pas quelqu'un qui traîne énormément sur les réseaux sociaux. C'est assez paradoxal, je l'ai beaucoup fait avant. Il y a quelques années, j'ai vraiment réalisé que les réseaux sociaux avaient un effet assez néfaste sur moi, dans le fait d'y être trop. Bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes, hein, j'ai envie de vous dire. Le fait de vraiment être trop sur les réseaux sociaux, surtout quand il y a des climats un peu anxiogènes et tout, je sentais que moi, ça me mettait dans quelque chose où j'étais tendue. Je suis peu sur les réseaux sociaux, je réponds aux gens quand même, mais je ne traîne pas toute la journée sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que j'arrive à me détacher pendant mes jours off? Je vais être très très honnête, c'est pas du tout une complainte, mais je n'ai absolument pas de jours off. Des vrais jours off, les derniers vraies journées off que j'ai prises, c'était l'année dernière, février de l'année dernière, quand j'étais à Sayulita au Mexique, où j'ai dit je prends 2 semaines de vacances, où là vraiment je décroche. Le reste du temps, non, je travaille un petit peu tous les jours, je suis tout le temps en train de penser au contenu. Maintenant en plus je fais du YouTube, donc ça a rajouté pas mal de choses, j'ai mon site web, j'ai toujours quelque chose à faire. Est-ce que ça me pose problème? Pas vraiment, sauf quand c'est en excès, quand je dois faire des lives, des vidéos et du montage, etc. Il y a eu un moment où j'ai senti que j'étais en train de dépasser la limite, mais non, je décroche pas vraiment. Ça me pose pas de problème en fait, ça me pose pas de problème dans le sens où j'aime ce que je fais. J'ai quand même la chance de pouvoir gérer
gérer mon planning comme j'en ai envie, de pouvoir travailler au moment où je me sens le plus à même d'être la plus efficace. Donc j'ai tellement d'avantages que c'est pas un problème. Comment gères-tu la solitude ou le manque d'un chez-toi stable? J'ai pas besoin de le gérer puisque je ne suis pas seule. J'ai mon chéri, j'ai mon chien, j'ai beaucoup de contacts avec mes amis et surtout j'ai du contact social absolument tout le temps. Alors j'ai celui avec le van quand on est dans des endroits où il y a des gens qui viennent nous voir, mais j'ai surtout du contact énormément via mes lives. Être tranquille, c'est ce qu'on aime avec Steph aussi, avec le van, on peut se retrouver sans personne, seul si on en a envie. En fait, on choisit nos moments de solitude et nos moments d'interaction. Le chez moi stable, eh bien, je me suis aperçue en revenant en France, en ayant eu là les problèmes avec le van, tout ça, pour ceux qui ont un petit peu suivi, on n'a pas eu le van pendant 1 mois et demi, on a dû aller dans nos familles, on a dû faire pas mal de choses pour se retrouver dans un endroit un peu statique. Je gère très mal le fait d'être dans quelque chose de stable, ou en tout cas de statique. Quand tu vis dans un van, tu te mets de nouveaux points de repère. Donc ton point de repère n'est plus l'endroit qui est autour de toi, ton point de repère, c'est ton van. Quelles sont les choses en France qui te manquent le plus? Bon, au-delà de la famille et les amis, tout ça, parce que bon, ça c'est très obvious, hein, c'est clair. Les choses qui me manquent le plus, je vais être une vraie Française. Le fromage, honnêtement, je suis désolée, c'est totalement cliché, mais c'est vrai. Il y a eu des moments où ça a été difficile, puis après, au bout d'un moment, tu l'acceptes. Le fromage et le bon pain. Parce que honnêtement, en tout cas en Amérique du Nord, le pain c'était pas du tout ça. Hein. Canada, Mexique, États-Unis, le pain c'était une catastrophe. Le fromage, franchement, si tu pouvais en trouver. 15 balles le morceau de fromage français, enfin j'étais là, non c'est bon, j'ai pas 15 € à mettre là-dedans. Après aussi ce qui me manquait, alors là je compare avec l'Amérique du Nord, ce qui me manquait de la France et que je pense qu'on va énormément retrouver par contre en étant en Europe, c'est l'aspect vieux village, vieille pierre qu'on peut avoir en France. Récemment on est allé visiter par exemple Conques, qui est, je vous le conseille, un village magnifique. Il n'y a pas trop ça, surtout au Canada et aux États-Unis, hein, puisqu'au Mexique quand même, il y a une très vieille histoire avec les Aztèques, tout ça, mais il n'y avait pas ce côté-là aux États-Unis et au Canada, et par moments ça me manquait. On arrivait dans des villes et j'avais l'impression qu'il y avait moins d'histoire, et c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que c'était moins bien? Non, parce qu'en fait il y avait des paysages de fous que je pouvais pas voir en France. Mais par moments j'étais là, un petit village français là, avec sa spécialité locale, son petit fromage. Et ces petites terrasses de café aussi, qui étaient beaucoup moins présentes au Canada et aux États-Unis. Par contre, c'est vrai qu'au Mexique, il y avait vraiment ce côté, on boit des verres en terrasse et tout. Il y a des moments où ça me manquait, ouais. Comment Ozzy, mon compagnon à 4 pattes, a vécu cette aventure? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, mon chien n'a jamais été aussi épanoui que maintenant. On a énormément de chance, on a un chien qui aurait pu mal supporter le voyage, et c'est tout l'inverse. Ozzy adore être à l'avant dans le van avec nous, elle adore être dans le van, elle adore découvrir des nouvelles odeurs, rencontrer des nouveaux copains ou faire la guerre à des nouveaux copains, ça dépend de son humeur. Mais Ozzy a extrêmement bien vécu le voyage, et on a remarqué que là, quand on était en statique et qu'on était un peu limité aussi pour ses balades et tout, eh bien elle le vivait aussi mal que nous. Quels sont les moments où tu apprécies le plus ton mode de vie en van? Quand j'ouvre la porte le matin et que je suis au milieu de la forêt, ou quand j'ouvre la porte le matin et que je suis dans une ville je sais pas, Miami. En fait, ce que j'apprécie, c'est la liberté de pouvoir être là où j'ai envie, quand j'en ai envie, de pouvoir bouger quand je le souhaite, de pouvoir rester quand je le souhaite. Cette liberté-là, vraiment, je crois que c'est ça que j'apprécie le plus en van, en fait. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de passer à un mode de vie nomade comme le tien? Il y en a plusieurs. Déjà, si vous êtes en couple, ne partez pas en van pour essayer de recoller quelque chose dans votre couple. La vie en van, c'est pas facile. On est parti en van, on était quand même solide. On est encore plus solide maintenant, mais il y a une promiscuité en couple qui fait que si t'as des failles, ça risque de les accentuer. La communication, elle est essentielle. Si tu es seul, ouais, c'est un mode de vie qui est génial, qui fait rêver. Après, on en parle souvent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont montrées sur les réseaux sociaux qui ne sont pas la réalité de la vie en van. Ouais, tu t'occupes de ton caca, de ton pipi, il y a une gestion de l'eau constante, il y a des nouvelles choses auxquelles il faut penser par rapport à tes ressources. C'est tout un mode de vie en fait qui est totalement différent. Si vous avez envie de vous lancer et que il y a peut-être une petite once d'hésitation ou quoi que ce soit, je dirais peut-être louer un véhicule pour une semaine, voir un petit peu. Ce ne sera jamais représentatif de vivre totalement comme là on le fait depuis plusieurs années. Mais ça vous permet d'avoir un premier pied à l'étrier, de peut-être aussi voir quel type de véhicule vous avez envie. Le plus dur, moi je trouve, c'est choisir son véhicule. Moi il y avait des choses que je savais que je voulais, mais j'ai envie de dire aux gens, si c'est quelque chose qui vous anime, faites le maximum
maximum pour y arriver, mais ne vous jetez pas non plus peut-être la première. Essayez de vous renseigner, de tester, d'avoir des retours d'expérience, de regarder les bons et les mauvais retours, de ne pas que vous fier Instagram. Il y a des fois, on a dormi sur des parkings de Walmart et on n'était pas sur une belle plage en maillot de bain. Hein, c'est un peu le cliché, mais voilà. En fait, j'ai surtout envie de dire aux gens, c'est possible. Alors on va dire, ouais, mais Trini, regarde, toi, ça coûte super cher ton van, machin. Non, mais en fait, tout est possible. Tu peux le faire toi-même. Enfin, voilà, ça dépend de votre budget, mais il y a moyen. Il y a toujours moyen d'arriver à avoir un véhicule qui vous correspond, qui peut rentrer dans votre budget. Thème numéro 2, challenge et difficulté. Alors je vous rassure, les autres thèmes, ils sont un petit peu moins longs que le premier. Hein. Le premier, il y avait 40 000 questions. Là, ça va aller un petit peu plus vite. Y a-t-il des moments où tu as eu peur pendant tes voyages en van? C'est arrivé très peu de fois. Et les fois où on a eu peur avec Steph, ça a été parce que on arrivait dans un nouveau pays où il y avait peut-être des a priori ou des préjugés et des gens qui ont projeter leur peur, parce que c'est aussi le truc des réseaux sociaux, hein, c'est que l'intégralité, déjà tu peux avoir ta famille qui projette ses peurs sur toi, bah là c'est à l'échelle, tout simplement à l'échelle d'une communauté, donc parfois tu as des gens qui projettent énormément leur peur, et par exemple quand on est arrivé au Mexique, effectivement on était en flip, franchement on a traversé la frontière, la première ville où on a dormi, j'étais là, ça y est, on va se faire braquer, nanana. Je dis pas que ça n'existe pas, mais là où on était, dans le petit village où on était, non, c'était absolument pas le cas, on suit beaucoup notre instinct, et quand notre instinct nous fait sentir que on devrait peut-être pas rester là, on reste pas là, mais des gros flips, non. Quelles étapes ont été les plus compliquées lors de ton voyage en van? C'est clairement d'avoir un véhicule européen où tu galères à trouver les pièces dans n'importe quel pays. En tout cas, qui n'ont pas cette marque. En l'occurrence, on a un Fiat. À chaque fois, ça a été bien la merde. Hein. On a eu le problème avec les plaquettes de frein et les disques. On a galéré pendant 48 heures avec, en live, tout ça, à essayer de trouver un garage qui allait nous accepter, ne serait-ce que juste pour checker en fait où en étaient nos freins. Ils ne voulaient pas aux États-Unis. Finalement, c'est un viewer qui nous a conseillé des youtubeurs qui sont spécialisés dans les diesels et qui ont accepté de prendre notre van et qui nous ont trouvé une solution. On a eu le souci du chauffage aussi, hein. On a passé 1 an et demi sans chauffage. Et je vous avoue que les moins 5 degrés à New York dans le van, c'était un petit peu compliqué. Failli oublier aussi le jour où Steph a mis de l'essence à la place du diesel. Mais ce genre de moments-là sont compliqués, mais finalement, après, ça nous fait des bonnes anecdotes à raconter, quoi. As-tu rencontré des moments où tu as envisagé d'arrêter le voyage en van et pourquoi? Ça m'a traversé l'esprit quelquefois dans des moments difficiles, comme n'importe qui. Il y a des moments où t'es fatigué, où t'es déprimé pour X ou Y raison, hein. La vie, quoi. Il y a peut-être eu des moments où je me disais, ouais, je vais rentrer, etc. Mais en fait, ça a duré vraiment 10 secondes. Quand je repensais à ma vie d'avant et le fait d'être dans un appart, je captais très très vite qu'en fait, c'était absolument plus ce que je voulais. Quelle est la chose la plus difficile à vivre en van? Je dirais, et c'est pas horrible, mais c'est le fait de ne pas réellement avoir ton espace à toi. Je parle là quand on est en couple. Il y a des moments où on a envie de travailler chacun et voilà, on est dans 6 mètres carrés, quoi. Parfois, c'est un petit peu difficile, mais en vrai, voilà. Hein. Quels sont les préjugés que tu avais sur les Américains avant d'y passer 1 an? Sont-ils vrais ou faux? Je peux pas dire que j'avais réellement, moi, des préjugés. J'étais pas dans un truc de me dire, ouais, les Américains sont forcément comme ça. Mais on avait entendu beaucoup de choses. Il y a pas mal de gens en France qui aiment bien cracher sur les Américains. Alors, ne parlons pas de politique, hein, je précise. Là, je ne mets pas ça dans un contexte politique. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Surtout que la politique a beaucoup changé là ces derniers temps. Là, je parle vraiment des préjugés qu'il peut y avoir depuis des années sur les Américains. Personnellement, parce que j'étais déjà allée à Los Angeles dans le cadre de l'E3. Et du coup, c'était ma seule expérience des États-Unis et j'avais l'impression que tout le monde était hyper avenant et tout. Et finalement, en ayant traversé tous les États-Unis avec Steph, eh bien, les personnes de Los Angeles ont été celles qui ont été le plus froides avec nous. On va plutôt parler des préjugés qui ressortent énormément au sens général, qui ne sont pas forcément les miens. Genre, les Américains sont des fous de la gâchette, ou tu vois, il y a ce truc vraiment avec les armes. On a très peu vu finalement. Après, on a été dans des BLM. BLM, c'est quoi? C'est vraiment des espèces de terres qui appartiennent à tout le monde, entre guillemets. Tu peux y aller, te poser avec ton van, c'est génial. T'as le droit de rester, faire ce que tu veux. Et c'est aussi là où les gens vont tirer. Alors ouais, ça tire sur des bonbonnes. Des bonbonnes de gaz, etc. Donc là, c'était un peu cliché. Moi, les Américains ont été très accueillants. Alors, il y a des gens qui diront, oui, mais c'est faux cul, t'arrives pas à te faire des vrais amis. Je n'en sais rien, parce que moi, j'ai fait que voyager et bouger. Mais les Américains, ils ont été super sympas. Ils ont été super accueillants avec nous. On a pu avoir des discussions hyper intéressantes sur
plein de sujets. Les Américains qu'on a rencontrés étaient pas des débiles, comme certains ont envie de le dire parfois. On a vraiment, vraiment apprécié les États-Unis au moment où on y était, et les Américains de manière générale. Quelles sont tes craintes pour la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, il faut savoir que là, on est en Europe. On va un petit peu tourner en Europe. C'était pas prévu qu'on aille en Europe maintenant. On devait d'abord aller en Amérique latine avec notre véhicule. Il s'est avéré qu'après avoir vécu l'expérience Mexique, on s'est dit, nous n'allons pas aller en Amérique latine avec ce véhicule, on ira, mais je pense qu'on achètera un véhicule sur place, d'occasion, un 4x4 avec une cellule, quelque chose comme ça, parce que sinon on va déglinguer notre van. Enfin vraiment moi ça me stresse. Les routes en fait, pas fait du bien à notre van. Là on est en Europe, on sait pas pour combien de temps. Ce qui me fait peur pour la prochaine étape c'est censé être l'Asie, bien qu'on soit en train de penser à l'Australie aussi. Bref, ce qui me fait peur c'est vraiment l'aspect financier, puisqu'on va peut-être avoir besoin d'un carnet de passage en douane, il va falloir envoyer le véhicule dans un conteneur, et ça coûte cher. Mais j'ai pas peur en fait de la suite, au contraire je suis hyper excitée à l'idée d'aller découvrir notamment le continent asiatique de façon plus approfondie. C'est un continent où je suis déjà allée pas mal de fois, mais juste en backpack. Si j'ai une crainte, la conduite. La conduite, voilà, vraiment la conduite en Asie, j'avoue, ça me fait un petit peu peur. Comment vivez-vous votre vie de couple dans un espace aussi réduit? Alors c'est une question auquel j'ai déjà un petit peu répondu auparavant. Nous, on le vit plutôt bien. Le premier mois était un petit peu difficile. En fait, c'est le temps que tout le monde prenne ses marques. Et au fil des mois, on a vraiment appris à collaborer dans cet espace qui est si réduit. Personnellement, je pense que Steph et moi, ça nous a rapprochés. On était déjà proches, mais énormément rapprochés, soudés. On avait déjà une bonne capacité de communication, mais alors là, on n'aurait jamais embrouillé. Honnêtement, on le vit très très bien. Tous les deux, on a les mêmes envies à l'heure actuelle, et ça, c'est assez fou, parce qu'à la base, Steph, il n'était pas emballé par le tour du monde, et maintenant, on navigue vers les mêmes choses, on a les mêmes envies de partir, envie d'aller s'installer à l'étranger. Enfin, il y a plein de choses où ça nous a vraiment mis sur la même longueur d'onde. Et puis on se dit, honnêtement, si on arrive à se supporter dans 6 mètres carrés, je pense qu'on pourra se supporter toute notre vie, quoi. Numéro 3, rencontre et expérience. Ta rencontre la plus marquante. Ça va être cliché, il y en a eu plein, bien évidemment. On a des photos de chaque personne qu'on rencontre et avec qui on a eu de belles discussions, histoire de les garder en mémoire. Mais alors, la rencontre qui m'a le plus marquée, on était au Mexique, on était arrivé il y a pas longtemps et on nous conseille d'aller dans un lieu qui s'appelle Bahia Delfín, la baie des dauphins. Déjà, le matin et le soir, on avait les dauphins. Enfin, c'était, mon Dieu, le Mexique me manque, hein. C'était incroyable. Et en fait, on est arrivé là-bas et on a rencontré un groupe de retraités, certains américains, d'autres canadiens, qui en fait se réunissent 6 mois dans l'année, là-bas, tous ensemble. Ils ont leur petit camp, en fait, avec leur caravane et tout. On aurait dit un peu une sitcom. Ils avaient tous une personnalité hyper marquée. Ils étaient tous en couple, tous mariés. Et en fait, on a passé 15 jours avec eux. On passait nos journées avec eux. On faisait tout. Oh là 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 là, mon Dieu. On mangeait ensemble. C'était... Rien que d'en parler, ça me touche beaucoup parce que... mais... Ça me touche beaucoup parce que c'est des gens que j'ai... je sais pas comment expliquer. Rien que là... Putain, mais je vais pas chialer, quoi. Rien que là, d'en parler, j'ai vraiment adoré ces gens. Ils nous ont accueillis. On était un peu comme leurs enfants ou leurs petits-enfants dans leur groupe. Et ça a été très, très dur de partir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que... et pourtant, je suis pas quelqu'un... Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, hein. Steph pourrait vous le dire, je me retiens beaucoup. C'est pas bien de se retenir, mais je suis quelqu'un qui me retient beaucoup. Je reste beaucoup dans mon truc de pas trop exprimer tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis attachée à un point où quand on a dû partir, tout le monde était en larmes. Steph, il essayait de se retenir parce que moi j'étais en train de pleurer, mais toutes les larmes de mon corps, elles étaient là. On les reverra jamais. J'avais l'impression qu'on les reverrait jamais, et c'est peut-être vrai ou pas, je ne sais pas en fait. Et en fait, le fait de me dire j'ai adoré ces personnes et je les reverrai peut-être pas, je pense que ça. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui est plus dur dans la vie en van, mais en fait, ça y est, j'ai ma réponse, quoi. Parce que tout à l'heure, j'étais très pragmatique, mais en fait, le plus dur dans la vie en van, c'est de rencontrer des personnes fabuleuses et de savoir que tu ne les reverras pas. Parfois, c'est très, très, très dur. Pour moi, en tout cas. Il y a des gens qui arrivent très facilement à l'accepter. Il faut accepter qu'il y a des belles rencontres et que c'est bien et que tu as vécu un instant. Eux, c'était vraiment une rencontre de dingue. Ils nous ont fait des cadeaux avant de partir. On a leur contact. On aimerait aller les voir et tout. Enfin bref, voilà. Ces personnes-là, je les ai vraiment aimées et c'était...
C'était génial de partager ça avec eux, quoi. As-tu une anecdote amusante ou insolite qui te revient en tête? Alors ça va être le sujet d'une vidéo dédiée, hein, parce que des anecdotes, il y en a plein, mais je vais vous en faire une courte que vous connaissez probablement déjà si vous êtes sur mon compte Instagram, mais lorsque j'étais à Sleepy Hollow en train de liver avec mon backpack, ma petite caméra et mes petits câbles, eh bien je me suis fait interpeller par la police. Ils m'ont arrêté en plein stream parce qu'en fait quelqu'un avait appelé en disant que j'avais une bombe sur moi. Heureusement, les policiers n'ont pas overreact, si on peut dire ça comme ça. Ils sont arrivés, ils m'ont regardé et ils ont vu qu'en fait j'avais une caméra et ils se sont dit, mais en fait elle est en train de vlogger. La meuf est absolument pas, elle a pas du tout une bombe. Après, attention, je reproche pas que les gens puissent avoir certaines craintes, etc. Mais là, la personne qui a appelé, c'était vraiment, elle a pas cherché midi à 14h, quoi. C'est-à-dire que j'avais quand même une caméra sur l'épaule. Donc je me suis fait interpeller, on a fouillé mon sac pour regarder et tout. Et puis ça s'est très bien terminé, hein, y a pas eu de souci. Mais j'avoue que sur le moment, j'étais là. Alors, ça aurait pu mal finir quand même. Je suis en plein milieu d'une rue très passante, avec plein de gens. On aurait pu me plaquer au sol en vrai, hein, s'il y avait un doute. Mais j'en ai plein d'autres. J'en ai d'autres avec la police. Mais alors des anecdotes, je les ai toutes notées. Je vais vous faire une vidéo dédiée à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'avoir une petite vidéo anecdote. Si tu avais 3 endroits à conseiller aux USA, ce serait où et pourquoi? Déjà, numéro 1, Tombstone. Tombstone, c'est une ville dans le sud des États-Unis qui est une ville qui est encore à l'époque western, on va dire ça comme ça. En gros, tout est conservé dans son jus, mais surtout le centre-ville, les gens jouent le jeu, absolument tout est autour de ce thème-là. C'est d'ailleurs là où a été tourné le film Tombstone. Il y a eu une fameuse fusillade qui s'appelle la fusillade de OK Corral et j'ai adoré. On est arrivé là-bas parce qu'on nous a dit allez là-bas, vous allez kiffer, c'est en mode western et en fait on est arrivé là-bas. Oh là 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 là, mais quel coup de cœur, franchement, c'était vraiment génial. On y était quoi, tu vois, on y était, on était dans un film, c'était très cool. New York. Je sais, New York, ça passe ou ça casse, hein, selon les gens. New York, pour moi, fait partie des meilleures villes des États-Unis. Pareil, je vous invite à aller sur mon site. Hein, j'ai fait des top 3 des villes insolites à découvrir aux États-Unis, top 3 des grosses villes selon moi. Mais New York, énorme coup de cœur, on l'a fait 2 fois. La première fois, on est resté 15 jours, alors qu'à la base, on voulait rester 4 jours. On y est retourné, je retournerai à New York. J'aime New York, j'aime ce qui s'en dégage, beaucoup plus que Los Angeles. Je pense qu'il y a 2 teams, même si Los Angeles, Venice Beach, c'est très cool. New York, pour moi, c'est best ville, grosse ville des États-Unis. J'ai adoré aussi San Francisco parce que il y avait Alcatraz, j'aimais bien l'ambiance, c'était côtier, tout ça. New York, ce que j'ai aimé, hein, c'est vraiment je reviens sur New York, mais la diversité des quartiers, la diversité de tout en fait. Tu vas d'un quartier à l'autre, ça n'a rien à voir. Et puis t'as l'impression d'être dans un film. En fait, c'est quelque chose aussi. On est tellement abreuvé par ça avec les films à l'américaine. Tu arrives à New York, t'as l'impression que c'est un décor de cinéma partout, avec nos yeux à nous, de personnes en Europe qui voient plein de films américains tout le temps. Et la troisième, je sais pas si je mets une grosse ville ou une petite... Ah, c'est dur! L'expérience que j'ai vécue à Salem pour Halloween était une des plus belles expériences que j'ai vécues aux États-Unis. C'est cliché, mais c'était incroyable, notamment avec le Salem Night Fair, qui est en fait les 2 week-ends qui précèdent Halloween. C'est organisé par 2 tatoueurs. Et en fait, c'est dans le village pionnier, il y a un espèce de marché avec des costumes, tout ça. J'étais à fond dedans. Hein. Bon, voilà. J'aime les trucs d'horreur, tout ça. Donc Halloween à Salem, mais c'était un bonheur. Vraiment, c'était incroyable. Numéro 4, technique et organisation du van. Est-ce que ton aménagement te convient toujours autant? Qu'est-ce que tu changerais ou améliorerais dedans? Alors, mon aménagement, honnêtement, je suis assez surprise, entre guillemets, parce que j'avais beaucoup vu des gens qui font un aménagement et puis après rachètent un van et font un autre aménagement. Les gens que je suivais avaient quand même pas mal de changements. Moi, j'aime toujours autant mon aménagement. En fait, justement, je me suis tellement préparée, je me suis tellement projetée dans cet aménagement que à l'heure actuelle, il me manque très peu de choses dans mon van. Si je voulais rajouter quelque chose à mon véhicule, il faudrait que je change de véhicule. En fait. Là, j'ai quand même tout ce que je voulais en termes de confort, mais si je devais rajouter quelque chose, mais qui ferait que mon véhicule du coup serait plus grand, c'est un bureau de travail. En gros, il faudrait que mon véhicule, là je suis sur un 6 mètres de long, il faudrait que je prenne un véhicule plus long, voilà, avoir les 40 cm en plus, pour avoir d'un côté un bureau fixe,
une espèce de planche voilà, où on pourrait avoir une accroche au mur, etc. pour l'écran. Et de l'autre, on aurait une table avec deux petits fauteuils face à face. Alors on n'aurait pas notre grand fauteuil en U, mais c'est la seule chose qui parfois me manque, avoir vraiment un espace de travail. Je pense que si à un moment je dois changer de véhicule ou avoir un autre véhicule dans le format utilitaire, je rajouterai ça, cet espace-là. Tous les véhicules me tentent. Parfois je vois des gros véhicules, je me dis « Ah, c'est génial et tout », mais ça dépend quelle utilisation t'en as. À l'heure actuelle, je suis extrêmement satisfaite parce que Baluchon est le compromis parfait entre confort et mobilité. C'est ce que je dis à chaque fois. Votre véhicule, il vous correspond. Il n'y a pas de véhicule mieux qu'un autre. C'est en fonction de ce que vous recherchez. Plus tu vas avoir de confort, plus tu vas perdre en mobilité. C'est-à-dire que si tu as un bus, tu gagnes en confort. Par contre, tu peux moins aller dans certains endroits, moins facilement, tu peux pas aller dans certains villages, tu peux pas te garer. Machin. Par contre, si tu prends un tout petit van, tu n'as pas les problèmes de hauteur, ton véhicule il va partout, tu es très discret, mais par contre tu perds en confort. Donc c'est à toi de voir et de jauger, de mettre ton curseur là où tu le sens. Et personnellement, on se le dit souvent avec Steph, Baluchon pour nous est vraiment parfait à ce niveau-là. On galère pas trop à se garer, on n'est pas trop long, on n'est pas trop petit, voilà, on arrive à vivre à deux dedans. Dans la même veine, pas de regret sur la marque ou le modèle de ton van. Écoute, en fait, je dirais pas que c'est un regret. Maintenant, moi à la base, je voulais prendre un Mercedes. C'est beaucoup plus, on va dire, worldwide, entre guillemets. Maintenant, le Mercedes que je voulais avec le mode 4x4, à l'époque, ça a dû augmenter depuis, parce que nous, c'était avant l'inflation. C'était 20 000 € de plus le véhicule neuf. Et je ne pouvais pas me permettre. Déjà, là, j'avais mis toutes mes économies. J'avais dépensé beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Donc ouais, j'aurais aimé avoir un Mercedes, clairement. Mais écoutez, le budget ne le permettait pas. Le Fiat est très bien. On a un très bon modèle parce que c'est l'année où c'était les moteurs Iveco. Donc franchement, c'est bien robuste. J'ai pas de regrets. Franchement, notre Fiat nous a pas fait défaut. La seule chose, c'est que parfois, c'est un peu plus compliqué pour trouver les pièces. Mais maintenant, on a tiré les leçons de tout ça et on va un petit peu plus anticiper au niveau de certaines pièces. Pour ton Ducato, tu l'as payé combien et pour combien de kilomètres? Mon Ducato, je l'ai payé 40 000 € neuf. Il n'était pas vraiment neuf. En gros, les van designers chez qui j'ai aménagé mon van, je devais commander directement avec eux à Fiat un véhicule neuf. C'était post-Covid. Enfin, 2021, Covid, presque post-Covid, pénurie de véhicules. C'était la galère. Je me rappelle, il m'avait appelé en mode « Alors, on va avoir un problème parce qu'en fait, on peut pas avoir de véhicule neuf. » Moi, j'avais pas envie de mettre un aménagement de fou furieux fait par des artisans dans un véhicule d'occasion, en tout cas, qui avait trop de kilomètres. Et eux ont fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'ils avaient un véhicule qu'ils avaient parce qu'ils voulaient le faire aménager pour pouvoir potentiellement le louer, etc. Et ce véhicule n'avait servi qu'une fois. En fait, ils l'avaient utilisé juste pour aller chercher du bois, parce qu'à l'époque, il y avait une pénurie de bois sur les lattes de bois. Ils l'avaient utilisé, ils avaient fait un aller-retour, et du coup, il avait 800 bords. Donc, ce qu'ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, ce véhicule-là, il est neuf, en fait. On t'offre, il y avait des grosses suspensions, machin et tout à l'arrière, on t'offre les suspensions, on te fait payer le véhicule 40 000, est-ce que ça te va? Autant vous dire que j'ai dit oui direct, sachant que si j'avais attendu, en l'espace de quelques mois, les véhicules pour le même modèle sont passés de 40 000 à 50 000 €. Le même, exactement le même. Numéro 5, futur projet et objectif. Tu bouges quand sur un autre continent et c'est quoi la suite? Comme vous l'avez vu, on est en ce moment en Europe. Nous allons un petit peu visiter l'Europe, le temps de préparer l'Asie. Ça demande énormément de préparation, en termes de papier, il faut qu'on remette tout à jour, je dois refaire mon passeport, on doit voir si on est obligé d'avoir le carnet de passage en douane et comment on l'envoie, et si, et mi, et la chienne. Bref, le prochain gros continent c'est l'Asie, même si on peut dire quand même que le prochain continent c'est l'Europe. Dans moins de 2 semaines, on part faire la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne. Ensuite, on va sans doute aller faire la Norvège et la Suède. On aimerait bien aller au Maroc. Bon, j'interviens dans cette vidéo parce qu'il y a eu quelques changements de plan, comme vous pouvez le voir. Alors effectivement, le Tour d'Europe s'est tombé à l'eau. Il y a eu plein de problèmes. Je vous raconterai tout ça potentiellement dans une autre vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que là, au niveau de c'est quoi la suite, on n'est plus tout à fait juste pour cette FAQ. Là, à l'heure actuelle, la suite, c'est éventuellement, on est en train d'envisager notre immigration en Thaïlande. Voilà. Au moins, vous le savez, je vous laisse revenir à cette FAQ et là, va bientôt y avoir les vlogs là, de tout ça en fait, qui arrivent. Ne vous en faites pas. Mais là, par exemple, ce matin, là, je vous parle en direct, ce Steph, il m'a regardé, il m'a fait « Non mais viens, en fait, en juillet, on se barre en Asie. » Je dis « Mais moi, avec grand plaisir, mais il faut qu'on ait les sous en fait. »
Steph, il était trop chaud parce que lui, moi je m'occupe de toute la partie paperasse, lui il conduit. Du coup, il a pas trop conscience de parfois des papiers qu'il y a à faire et tout, ou en tout cas de combien ça peut coûter. Donc en vrai, peut-être qu'on va essayer d'aller le plus vite possible en Asie si on le peut. Et le projet Neptune, ça en est où? Le projet Neptune, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet de documentaire en direct sous l'eau. Un projet qu'on a lancé avec Argonaute Plongée, qui est plongeur professionnel et aussi youtubeur à ce sujet. En juillet 2024, on a fait un test de faisabilité en direct sur Twitch avec Argonaute. Nous sommes donc allés sous l'eau et on a testé si on pouvait filmer, parler et tout faire sous l'eau en direct sur Twitch, et ça a été un franc succès. Le projet a été super bien accueilli par la communauté et aussi par d'autres créateurs, et franchement ça m'a énormément touchée, tu vois, d'avoir un peu la reconnaissance des gens autour de toi. Le projet Neptune, à la base on voulait le lancer cette année, on s'est très vite aperçu que ça demande quand même énormément de préparation. En fait c'est un projet qui coûte très cher, dans le sens où le matériel pour filmer, enregistrer sous l'eau en direct avec des câbles étanches, etc., ça coûte une blinde. Entre les masques full face, où on peut parler, le système audio, tout ça, vraiment on enchaîne, on monte très très vite, plus le fait qu'il faut aussi prévoir le coût sur place en fonction de où on va, tout ça. C'est un projet qui nous tient énormément à cœur et c'est un projet qui a connu une espèce de second souffle. Je peux pas trop vous en dire, mais à l'heure actuelle, le projet Neptune avance bien. En fait, il faut savoir qu'on a eu des retours de personnes pro en audiovisuel. C'est même pas moi, on n'est même pas allé demander ces retours-là. Il y a des gens qui ont vu ce truc-là et qui ont dit c'est incroyable, on peut potentiellement le faire financer. Il y a peut-être même, il y avait même une chaîne de télé qui a dit que ça l'intéressait beaucoup. Et rien n'est signé, hein. Mais du coup, ça nous a montré que notre projet était viable et était fou. Donc on est en train de travailler là-dessus. On espère pouvoir vous présenter, je ne sais pas quand, le projet Neptune et vous faire découvrir en direct cet univers magnifique que sont les mondes marins. Envisages-tu de voyager aussi longtemps ou envisages-tu un jour de te poser quelque part? À la base, le projet Tour du Monde, ça devait durer 1 an. Finalement, ça s'est rallongé. On a dit ça va durer 2-3 ans. Finalement, on s'aperçoit que là ça va durer 3-4 ans parce qu'on va rester en Asie et tout, et surtout nos envies et nos projets communs avec Steph ont énormément évolué. Donc à l'heure actuelle, oui, on a envie de se poser un moment quelque part. Actuellement on voyage et en même temps on est en visite géante pour éventuellement habiter quelque part. On a pris la décision de ne pas revenir en France, en tout cas pour l'instant, pas ad vitam aeternam, mais on a envie d'aller faire une expérience ailleurs, on a envie d'immigrer quelque part. On ne s'est pas encore fait des listes dans nos têtes en fonction de ce qu'on visite, où est-ce qu'on se sent bien, et si on a la possibilité aussi, hein, parce que bon, tu peux pas toujours tu vas pas dans un pays comme ça, hop, regarde, super, il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. Pensez-vous vraiment envisager de vivre aux États-Unis? Si vous le pouvez, avez-vous une idée plus précise de là où vous voulez vous poser? Alors ça, c'est une question de quelqu'un qui forcément suit énormément le stream parce que ça a été un très gros sujet, effectivement. Il y a 1 an, quand on était aux États-Unis avec Steph, on s'est vraiment dit qu'on se sentait bien. Alors après, se sentir bien en étant même, on a voyagé quand même 9 mois aux États-Unis. Ça n'a toujours rien à voir avec le fait d'y vivre. Il y a plein de choses à prendre en considération, il y a plein de choses à calculer, etc., etc. Mais effectivement, les États-Unis fait partie des pays où on peut envisager d'y vivre, qui offrerait de belles opportunités de carrière à Steph puisqu'il est dans la musique et notamment dans le métal. Et les États-Unis, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Moi, personnellement, au niveau de mon contenu, ça pourrait être très cool. Après, on n'a pas encore commencé à vraiment creuser et à se dire ah ben ça y est, on va vraiment envisager d'aller aux États-Unis, on va commencer à regarder comment ça se passe à tous les niveaux. Si on devait se poser quelque part, et là je le redis, ce n'est qu'au feeling et de ce qu'on a ressenti sur le moment, on a beaucoup aimé le Colorado. Je pense que c'est un des États qui réunit en termes de paysages, de villes, de ci, de là, de un peu ce qu'on aime. On a beaucoup aimé en Floride, mais après la Floride, il y a les ouragans quoi, donc avec Steph, franchement on est là, mais en Floride il y a des ouragans. L'Arizona était très sympa, mais très chaud l'été. Bref, franchement il y a eu plein d'endroits, le Wyoming, il y a des décors très différents, mais on sait pas. Je sais que le Colorado avec Steph, ça nous plaît pas mal. Maintenant, on n'a pas fini notre tour du monde et en fait, ouais, les États-Unis sont dans la liste, mais je pense qu'il va y avoir plein d'autres pays dans la liste et quand on devra à un moment se décider, on comparera tout et on verra où est-ce qu'on se sent le mieux, qu'est-ce qui nous attire le plus, quoi. Numéro 6. Les questions fourre-tout. Steph, il bosse les jambes? Ah, ça, c'est la blague. La blague de Steph. Parce que Steph, pour ceux qui ne savent pas, est bodybuilder, il a du matos de muscu dans le coffre. Steph bosse tout, il bosse tout le corps. Il n'y a pas un endroit qu'il ne fait pas. C'est bizarre dit comme ça.
Quel est le meilleur plat que tu as découvert en Amérique du Nord? C'est très dur parce que forcément j'ai mangé énormément de choses, mais forcément ça va aller vers le Mexique parce que le Mexique, faut savoir quand même que la nourriture mexicaine est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une nourriture incroyable, ancestrale pour certains plats. Un plat que j'ai adoré, c'est la sopa azteca. C'est une soupe de tomates avec de la crème, avec de l'avocat, avec des espèces de chips de tortilla. C'était tellement bon. Il y a vraiment plein de choses à découvrir dans la nourriture mexicaine. Elle est extrêmement variée. Ils cuisinent le cactus, ils font plein de trucs. Est-ce que tu regardes souvent d'autres contenus de youtubeurs ou vanlifers pour t'inspirer? Absolument pas. Je regarde peu, finalement, de contenus qui s'apparentent à ce que je fais. Je regarde beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Alors moi, je suis très fan d'horreur, de true crime, de tout ce qui a trait à l'horreur de manière générale. Du voyage, j'en regardais énormément avant d'avoir mon van, avant de commencer mon voyage pour me renseigner. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie d'être influencée, j'ai pas envie de faire les mêmes choses. Si, il y a quelqu'un que je regarde parce que j'aime beaucoup sa façon dont il traite le voyage, c'est Cyril MP4. Je trouve que c'est très cool ses vidéos quand il voyage. Grand JD aussi, mais parce qu'il y a l'aspect horreur. Donc non, je regarde pas énormément. Quels sont les podcasts, livres, musique qui t'accompagnent sur la route? Les podcasts, j'écoute énormément de podcasts de true crime. J'écoute tout en podcast, hein. Donc ça va de Cogiter Story à Le Coin du Crime, à Distorsion. Côté sombre, bah regardez, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai là. Max Skies, je sais plus si je l'ai dit, Over and Out, Les Baladeurs, j'écoute aussi Transfert, L'Heure du Crime. Voilà, ça c'est mes podcasts. En fait, j'écoute ça le soir avant de dormir, histoire de bien dormir. Au niveau des livres, je suis livre audio. Là, les derniers livres que j'ai faits, c'était Maxime Chatham, L'âme du mal, Maxime Chatham, In Tenebris, et là actuellement je suis sur le 3e de la trilogie qui s'appelle Maléfice. C'est la première grosse trilogie, si je ne dis pas de bêtises, de Maxime Chatham, qu'on salue. En termes de musique, j'ai très envie d'ailleurs de faire de la vidéo aussi concernant ce sujet, même si je sais que ce n'est absolument pas ce qui va réunir tout le monde sur cette chaîne. Moi, je n'écoute quasiment, exclusivement, que du métal. Beaucoup de deathcore, beaucoup de hardcore, du métal prog, du néo-métal, voilà, j'écoute un petit peu de tout. Si vous voulez savoir ce que j'écoute en ce moment, ça varie en fonction des périodes, parce que moi j'écoute aussi tous les groupes que j'ai découverts quand j'étais jeune, les Slipknot, les Korn, tout ça un petit peu plus classique. Mais j'écoute du Fit for an Autopsy, du Periphery, Falling in Reverse, Slaughter to Prevail, un petit peu de Darko US, Paleface. Mais là je suis dans ma période Mayor Lore et Infant Annihilator, voilà, un petit crush sur la voix de Dan Watson. Essentiellement du métal et encore du métal. Oh my god, on est arrivé au bout. Ça fait 1h10 que je tourne. Je pense que j'ai quand même été assez efficace par rapport à d'autres FAQ où j'entends les gens qui disent ça fait 2 heures que je tourne, ça fait 1h30. C'était long, j'espère que ça aura pas été trop lourdingue pour vous. En même temps, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous aviez envie d'entendre mes réponses à toutes ces questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle serait par exemple la destination que vous rêveriez que je fasse en vidéo et sur Twitch. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter châtaigne dans les commentaires, puisque nous sommes dans les Cévennes, ma région natale, la région des châtaigniers. Puis c'est très bon la châtaigne. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette FAQ. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.